Le Phédon de Platon, suite. Ceci du moins, dit Cébès, me paraît plausible. Mais ce que tu disais tout à l'heure, que les philosophes se résigneraient facilement à mourir, cela Socrate semble bien étrange, s'il est vrai, comme nous venons de le reconnaître, que c'est Dieu qui prend soin de nous et que nous sommes ses biens. Car que les hommes les plus sages quittent de gaieté de cœur ce service où ils sont, sous la surveillance des meilleurs maîtres qui soient au monde, les dieux, c'est un acte dépourvu de raison, vu qu'ils n'espèrent pas, n'est-ce pas, se gouverner eux-mêmes mieux que les dieux une fois qu'ils seront devenus libres. Sans doute un fou peut s'imaginer qu'il faut s'enfuir de chez son maître sans réfléchir, qu'il ne faut pas s'évader de chez un bon maître, mais au contraire, autant que possible, rester près de lui. Il s'enfuirait ainsi sans raison. Mais un homme sensé désirera toujours, j'imagine, rester auprès de celui qui est meilleur que lui. À ce compte, Socrate, c'est le contraire de ce que nous disions tout à l'heure qui est vraisemblable, c'est aux sages qu'il sied de se chagriner quand vient la mort, aux insensés de s'en réjouir. Socrate, à ce qu'il me sembla, avait pris plaisir à entendre Cébès et à le voir si alerte d'esprit. Il tourna les yeux vers nous et dit « Cébès est toujours en quête d'arguments, il n'a garde d'admettre tout de suite ce qu'on lui dit. » Mais, dit Simmias, je suis d'avis moi aussi, Socrate, que pour cette fois, le raisonnement de Cébès ne manque pas de justesse, car dans quel but des hommes vraiment sages fuiraient-ils des maîtres qui valent mieux qu'eux, et s'en sépareraient-ils le cœur léger ? Et je suis d'avis aussi que le discours de Cébès te visait, toi qui te résignes si aisément à nous quitter, nous et les dieux, qui sont, tu en conviens toi-même, d'excellents maîtres. Vous avez raison, dit Socrate, car je pense que vous voulez dire que je dois répondre à ces objections et plaider ma cause comme devant un tribunal. C'est cela même, dit Simmias. Eh bien, allons, dit-il, essayons de nous défendre et de vous persuader mieux que je n'ai fait mes juges. Assurément, Simmias et Cébès, poursuivit-il, si je ne croyais pas trouver dans l'autre monde d'abord d'autres dieux sages et bons, puis des hommes meilleurs que ceux d'ici, j'aurais tort de n'être pas fâché de mourir. Mais soyez sûrs que j'espère aller chez des hommes de bien, ceci je ne l'affirme pas positivement, mais pour ce qui est d'y trouver des dieux qui sont d'excellents maîtres, sachez que, si l'on peut affirmer des choses de cette nature, je puis affirmer celle-ci positivement. Et voilà pourquoi je ne suis pas si fâché de mourir. Pourquoi, au contraire, j'ai le ferme espoir qu'il y a quelque chose après la mort, quelque chose qui, d'après les vieilles croyances, est beaucoup meilleur pour les bons que pour les méchants. Quoi donc, Socrate, dit Simmias, as-tu en tête de partir en gardant cette pensée pour toi seul ? Ne veux-tu pas nous en faire part ? Il me semble que c'est un bien qui nous est commun à nous aussi, et du même coup, si tu nous convaincs de ce que tu dis, ta défense sera faite. Eh bien, je vais essayer, dit-il. Mais auparavant, voyons ce que Criton semble vouloir me dire depuis un moment. Ce que je veux dire, Socrate, dit Criton, c'est tout simplement ce que me répète depuis un bon moment celui qui doit te donner le poison, de t'avertir qu'il faut causer le moins possible. Il prétend qu'on s'échauffe trop à causer et qu'il faut se garder de cela quand on prend le poison, qu'autrement on est parfois forcé d'en prendre 2 ou 3 potions si l'on s'échauffe ainsi. Laisse-le dire, répondit Socrate, il n'a qu'à préparer sa drogue de manière à pouvoir m'en donner 2 fois, et même 3 fois s'il le faut. Je me doutais bien de ta réponse, dit Criton, mais il n'a pas cessé de me tracasser. Laisse-le dire, répéta Socrate, mais il est temps que je vous rende compte, à vous qui êtes mes juges, des motifs qui me font croire qu'un homme qui a réellement passé sa vie à philosopher
a raison d'avoir confiance au moment de mourir et d'espérer qu'il aura là-bas des biens infinis dès qu'il aura terminé sa vie. Comment cela peut se réaliser Simmias et Sébès, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Il semble bien que le vulgaire ne se doute pas qu'en s'occupant de philosophie comme il convient, on ne fait pas autre chose que de rechercher la mort et l'état qui la suit. S'il en est ainsi, tu reconnaîtras qu'il serait absurde de ne poursuivre durant toute sa vie d'autre but que celui-là, et quand la mort se présente, de se rebeller contre une chose qu'on poursuivait et pratiquait depuis longtemps. Sur quoi Simmias s'étant mis à rire, « Par Zeus, Socrate, dit-il, tu m'as fait rire malgré le peu d'envie que j'en avais tout à l'heure. C'est que je suis persuadé que la plupart des gens, s'ils t'entendaient, croiraient que tu as parfaitement raison de parler ainsi des philosophes, et que les gens de chez nous conviendraient avec toi, et de bon cœur, que réellement les philosophes sont déjà morts, et qu'on sait fort bien qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et ils diraient la vérité, Simmias, sauf en ceci, qu'on sait bien, car ils ne savent pas du tout en quel sens les vrais philosophes sont déjà morts, en quel sens ils méritent de mourir et de quelle mort. Mais parlons entre nous et envoyons promener ces gens-là. Nous croyons, n'est-ce pas, que la mort est quelque chose ? Certainement, dit Simmias, qui prit alors la parole. Est-ce autre chose que la séparation de l'âme d'avec le corps ? On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul à part avec lui-même, et quand l'âme séparée du corps reste seule à part avec elle-même. La mort n'est pas autre chose que cela, n'est-ce pas ? Non, c'est cela, dit Simmias. Vois à présent, mon bon, si tu seras du même avis que moi. Ce que je vais dire nous aidera, je pense, à connaître l'objet de notre examen. Te paraît-il qu'il soit d'un philosophe de rechercher ce qu'on appelle les plaisirs, comme ceux du manger et du boire ? Pas du tout, Socrate, dit Simmias. Et ceux de l'amour ? Nullement. Et les soins du corps, crois-tu que notre philosophe en fera grand cas ? Crois-tu qu'il tienne à se distinguer par la beauté des habits et des chaussures et par les autres ornements du corps, ou qu'il dédaigne tout cela, à moins qu'une nécessité pressante ne le contraigne à en faire usage ? Je crois qu'il le dédaigne, dit-il, s'il est véritablement philosophe. Il te paraît donc en général, dit Socrate, que l'activité d'un tel homme ne s'applique pas au corps, qu'elle s'en écarte au contraire autant que possible, et qu'elle se tourne vers l'âme. Oui. Voilà donc un premier point établi. Dans les circonstances dont nous venons de parler, nous voyons que le philosophe s'applique à détacher le plus possible son âme du commerce du corps et qu'il diffère en cela des autres hommes, manifestement. Et la plupart des hommes, Simmias, s'imaginent que lorsqu'on ne prend pas plaisir à ces sortes de choses et qu'on n'en use pas, ce n'est pas la peine de vivre et que l'on n'est pas loin d'être mort quand on ne se soucie pas du tout des jouissances corporelles. Rien de plus vrai que ce que tu dis. Et quand il s'agit de l'acquisition de la science, le corps est-il oui ou non un obstacle si on l'associe à cette recherche ? Je m'explique par un exemple. La vue et l'ouïe offrent-elles aux hommes quelque certitude, ou est-il vrai, comme les poètes nous le chantent sans cesse, que nous n'entendons et ne voyons rien exactement ? Or, si ces deux sens corporels ne sont pas exacts ni sûrs, les autres auront peine à l'être, car ils sont tous inférieurs à cela. N'est-ce pas ton avis ? Si, entièrement, dit Simmias. Quand donc, reprit Socrate, l'âme atteint-elle la vérité ? Quand elle entreprend de faire quelque recherche de concert avec le corps, nous voyons qu'il l'induit en erreur. C'est vrai. N'est-ce pas en raisonnant qu'elle prend, si jamais elle l'apprend, quelque connaissance des réalités ? Si. Mais l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, mais qu'au contraire elle s'isole, ne plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps, et qu'elle rompt autant qu'elle peut tout commerce et tout contact avec lui, pour essayer de saisir le réel.
c'est juste. Ainsi donc, ici encore, l'âme du philosophe méprise profondément le corps, le fuit et cherche à s'isoler en elle-même, il me semble. Et maintenant, Simmias, que dirons-nous de ceci? Admettons-nous qu'il y a quelque chose de juste en soi ou qu'il n'y a rien. Oui, par Zeus, nous l'admettons. Et aussi quelque chose de beau et de bon? Sans doute. Or, as-tu déjà vu aucune chose de ce genre avec tes yeux? Pas du tout, dit-il. Alors, les as-tu saisis par quelque autre sens de ton corps? Et je parle ici de toutes les choses de ce genre, comme la grandeur, la santé, la force, en un mot, l'essence de toutes les autres choses, c'est-à-dire de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Est-ce au moyen du corps que l'on observe ce qu'il y a de plus vrai en elles? Ou plutôt, n'est-il pas vrai que celui d'entre nous qui se sera le mieux et le plus minutieusement préparé à penser la chose qu'il étudie en elle-même, c'est celui-là qui s'approchera le plus de la connaissance des êtres? Certainement. Et le moyen le plus sûr de le faire ne serait-ce pas d'aborder chaque chose autant que possible avec la pensée seule, sans admettre dans sa réflexion ni la vue ni quelque autre sens, sans entraîner aucun avec le raisonnement, d'user au contraire de la pensée toute seule et toute pure, pour se mettre en chasse de chaque chose en elle-même et en sa pureté, après s'être autant que possible débarrassé de ses yeux et de ses oreilles, et si je puis dire, de son corps tout entier, parce qu'il trouble l'âme et ne lui permet pas d'arriver à la vérité et à l'intelligence quand elle l'associe à ses opérations? S'il est quelqu'un qui puisse atteindre l'être, n'est-ce pas, Simmias, celui qui en usera de la sorte? C'est merveilleusement exact, Socrate, ce que tu dis là, répondit Simmias.